et tous. Donc l'idée c'était avec Annie de vous présenter un travail qu'on a fait vraiment à l'occasion de ce colloque. En fait c'est un travail qu'on avait commencé à faire dans le cadre d'une recherche qui était sur... une recherche que j'ai menée qui était sur l'évolution des pratiques de jeu en France en général. Et donc dans le cadre de cette recherche, il s'était agi de consulter des statistiques publiques, à peu près toutes les grandes enquêtes de l'INSEE, pour essayer de voir au fond la question que les journalistes se posent souvent à Noël, quand ils vont chercher les sociologues du jeu, c'est le cas de dire ils sortent les sapins et les sociologues du jeu. À chaque fois la question c'est mais est-ce qu'on joue plus, est-ce qu'on joue moins, etc. Donc c'est une question bien sûr difficile pour y répondre. Mais du coup j'avais pris un peu au sérieux cette question-là. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder à partir des grandes enquêtes de l'INSEE, et puis pas seulement en fait, plutôt des grandes enquêtes publiques, est-ce que les gens jouent plus qu'avant? Et dans ce cadre-là... Ah ok. Et dans ce cadre-là, j'étais allé voir, je voyais passer quelques éléments sur le jeu de rôle, et je m'étais dit, tiens, il faudrait essayer de travailler plus finement sur cette question du jeu de rôle. Est-ce qu'il reste que des vieux dans le jeu de rôle? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, etc. Donc un peu l'évolution de la pratique. Et donc avec Annick Xiang, qui travaille ici, qui est ingénieur ici, et qui travaille aussi au FPJS, on s'est dit, tiens, on va essayer de reprendre toutes les enquêtes dont on dispose pour essayer de comprendre cette évolution ou pas des genres de jeux de rôle. Alors, aujourd'hui, pendant longtemps, en fait, on n'avait pas trop d'idées. On verra quand même que le jeu de rôle, c'est pas du tout un truc qui intéresse les pouvoirs publics. Enfin, en tout cas, quand ils cherchent à mesurer les loisirs en France, il y a très peu d'enquêtes en réalité qui le mesurent. C'est souvent les enquêtes dont on dispose qui renseignent un peu les joueurs de jeux de rôle aujourd'hui. C'est souvent des enquêtes menées par des chercheurs, notamment nous, mais pas seulement. Voilà. Donc, on a aujourd'hui à peu près, c'est pas à peu près, on a 2 enquêtes un peu récentes. Qui nous permettent d'avoir une idée assez précise du public à l'échelle de la population. Donc une enquête que j'avais mis en place avec des collègues qui s'appelait Ludenquête. Il faut qu'on arrête de mettre Lud dans tous les trucs, c'est devient infernal. Et donc Ludenquête, c'était une étude qui essayait de mesurer la culture et les pratiques ludiques des Français. Donc l'enquête était vraiment centrée là-dessus, donc on demandait aux gens s'ils jouaient à la belote, on leur demandait même est-ce que vous avez déjà joué une fois dans votre vie à tel ou tel type de jeu. Et puis on faisait aussi un test de culture ludique, c'est-à-dire qu'on essayait de mesurer, de mesurer la connaissance que les gens ont de la diversité du monde du jeu. Donc il y avait un test de culture ludique que des étudiants ici ont dû passer. Et donc on vous met une image de Donjons et Dragons et vous dites oui je connais parce que j'y ai joué ou je connais pas du tout. On leur demandait même ce qu'ils avaient envie, on essayait de mesurer un peu le goût aussi pour le jeu, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient envie d'y jouer. Et donc on vous laisse aller de Donjons et Dragons au Monopoly par exemple, qui étonnamment était le jeu le plus joué mais où les gens disaient j'ai vraiment pas envie d'y jouer. Mais qui était le plus joué, beaucoup plus que Donjons et Dragons en fait. Voilà. Donc c'était marrant parce que Donjons et Dragons c'était le truc où les gens avaient envie d'y jouer et ils jouaient pas beaucoup. Voilà. Et c'était vraiment l'opposé du Monopoly. Donc, et on a eu une enquête qui a été, alors une enquête MAMA, je sais pas, MAMA c'est le monde d'après, monde d'avant, monde d'après, c'est l'acronyme. Voilà. C'est une enquête qui a été diffusée pendant la période du confinement. Et qui a repris des enquêtes, donc c'est pas nous du tout qui l'avons fait celle-ci, et qui a repris des éléments de l'enquête. Et l'idée c'était de mesurer les pratiques culturelles avant le confinement, après le confinement, etc. Puisque c'est 2 enquêtes qui s'appuient sur un même panel. Et ça c'est assez important, je reviendrai dessus, parce que à la fois on n'a pas beaucoup d'enquêtes pour mesurer les pratiques de jeu, mais aussi ce qui est toujours intéressant en sociologie des pratiques culturelles, c'est d'avoir des enquêtes longitudinales, c'est-à-dire de voir comment les gens, donc d'essayer d'interroger les mêmes personnes dans le temps. Alors si on regarde la sociologie aujourd'hui du jeu de rôle, on a à peu près, dans les différentes enquêtes, 7% de la population qui déclare avoir joué au moins une fois dans sa vie au jeu de rôle. Alors c'est intéressant parce que pour 86%, donc, on fait Donjons et Dragons, on s'est pas trop trompé. Pour 86% d'entre eux, c'est Donjons et Dragons qui a été une expérience de jeu de rôle. C'est-à-dire quand même qu'il y en a 14% qui ont eu autre chose que Donjons et Dragons. Et puis, donc si on regarde pas seulement l'expérience, le fait d'avoir déjà joué ou pas, on a une pratique du jeu de rôle qui concerne aujourd'hui, alors une pratique au sens au moins une fois dans l'année,
à peu près 4% de la population française qui a une pratique au moins occasionnelle. Et dans ces 4%-là, il y en a la très grande majorité a une pratique une fois par mois, et 7% ont une pratique au moins mensuelle, dont certains ils sont à 0, qui en ont une toutes les semaines. Voilà. Ce qui caractérise également cette population, donc c'est une moyenne d'âge autour de 44 ans. Voilà. 2 tiers de joueurs, un tiers de joueuses environ. On verra que c'est quelque chose qui a vraiment évolué. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est la tête de JR qui vous fait rire. Bah oui, bien sûr. J'aimerais vraiment l'essayer. Donc sans grande surprise, alors c'est intéressant parce qu'on le sent dans l'histoire des clubs et de l'arrivée du jeu de rôle en France, c'est quand même beaucoup passé par les universités, le club de la rue d'Ulm, et donc il y a une dimension très qui reste en fait, une population diplômée, donc plus de la moitié ont un diplôme du premier cycle universitaire, avec une prédominance des sciences mais aussi des lettres. Il y a des domaines ludiques où les sciences sont très écrasantes en termes de trajectoire, et le jeu de rôle, la dimension littéraire en fait est beaucoup plus forte que dans d'autres domaines du jeu. Et puis on a, là aussi c'est sans grande surprise, merci les chercheurs. Donc c'est principalement issu des classes moyennes, plus d'un tiers sont des professions intermédiaires, suivi des employés et des cadres supérieurs. Ce qui caractérise cette population, au fond, c'est rien. Un premier niveau d'analyse, quand on essaie de voir qu'est-ce qui distingue les joueurs de jeux de rôle du reste de la population, et notamment, en fait, elles se caractérisent, on va dire, elles ont des propriétés socioculturelles des classes moyennes habituelles. C'est-à-dire que quand on regarde les joueurs de jeux de rôle, on segmente un peu, en fait, ils ont une dimension assez commune des milieux, on va dire, diplômés, enfin, des classes moyennes, c'est-à-dire le caractère omnivore, c'est-à-dire que quand on regarde, ils consomment beaucoup de cinéma, ils consomment beaucoup de jeux, enfin ils consomment beaucoup de visites au musée, ils consomment de la visite au musée, donc ils ont des pratiques culturelles très diverses. Donc ils sont très omnivores, c'est ce qu'on appelle l'omnivorisme, et puis ils cumulent beaucoup d'activités culturelles en termes de séries, de consommation de biens culturels. En revanche, là où il commence à se distinguer, c'est une espèce de structuration du goût autour de la question de la fantaisie. C'est-à-dire que oui, ils consomment beaucoup de pratiques culturelles, et beaucoup de ces pratiques culturelles sont très liées en réalité à la question du jeu. Donc ils ont une consommation... c'est dommage. Moi, je regrette le temps des polémiques. Une addiction aux jeux de société modernes. Donc, ils consomment beaucoup de jeux de société dits modernes, des escape games. Ils ont des pratiques de jeux traditionnels, etc. Donc, on voit qu'il y a un effet de cumulativité, mais vraiment autour de la question du jeu, de la figurine, du jeu de cartes à collectionner. Le truc qui les distingue, c'est pas le paintball. Voilà, mais le paintball, c'est vraiment la pratique de jeu des classes populaires. Enfin, une pratique de jeu des classes populaires. C'est pas de paintball, mais très peu. Voilà. Donc 15% une soirée jeu. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement il y a une sorte de cohérence en fait dans leur omnivorisme et leur cumulativité autour de la fantaisie, du cinéma aussi et du roman policier. Ce qui marche pas aussi bien dans d'autres strates de la population qui leur ressemblent, entre guillemets, qui vous ressemblent, qui nous ressemblent. Ce qui les caractérise aussi, le dernier point vraiment qui les singularise par rapport à d'autres profils qui leur sont proches, c'est alors ça c'est vraiment dans Ludenquête, on avait mesuré non seulement la culture ludique, c'est-à-dire ce que les gens connaissent et ce qu'ils ont déjà joué, etc., mais on leur demandait aussi de reconstituer leur trajectoire de joueur, c'est-à-dire leur socialisation au jeu. Et donc ce qui les caractérise très fortement, c'est pas une énorme surprise, mais c'est en fait ils ont une socialisation au jeu général plus prononcée que le reste de la population et que les classes mêmes qui leur sont proches, c'est-à-dire des pratiques très importantes avec les parents, des pratiques très importantes avec les copains au collège et au lycée, et c'est un élément qui n'est pas explicatif, mais en tout cas qui distingue assez bien cette population du reste de la population. Alors, on s'est dit avec Annie, voilà, on sait ça, et est-ce qu'on est capable de revenir en fait dans le temps et de voir au fond... Ah bah oui, tu croyais que c'était un truc de boomer que j'avais mis parce que j'adore Retour le futur, mais aussi. Mais oui, je déçu. Et donc on s'est dit, tiens, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut rétrospectivement regarder en fait l'évolution des pratiques de jeu. Merci. Alors,
Si on regarde toutes les enquêtes qu'on a un peu chiffrées sur la population qui joue aux jeux de rôle, on a à peu près ça. Donc c'est à peu près une quinzaine d'enquêtes, de sondages, voilà. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ça prend pas mal de formes différentes. En fait, tout ne se ressemble pas. Et donc, parmi ces enquêtes, déjà, si on considère que on situe le début du jeu de rôle dans les années 70, on se retrouve avec en fait relativement peu d'enquêtes par rapport à l'arrivée du jeu de rôle. Et donc, parmi ces enquêtes-là, on a des enquêtes statistiques, enfin, on a des enquêtes, on va dire, sur des échantillons représentatifs, et on a aussi des enquêtes sur des échantillons non probabilistes. Donc, en général, non, tu peux voir un peu bien. En général, commandées, parfois produites, diffusées par les acteurs même du milieu du jeu de rôle. Donc on peut citer par exemple l'enquête diffusée dans le numéro 49 du magazine Jeux et Stratégie, qui sonde pour la première fois les pratiques ludiques de son lectorat. Donc là on est sur un échantillon non probabiliste, donc on va appeler à son propre lectorat dans une revue spécialisée. En 88, Jeux et Stratégie, encore une fois, commande une enquête à l'Institut BVA. Donc là on passe sur une enquête qui est représentative sur l'échelle de la population. Donc une enquête BVA que vous pouvez voir ici, commandée par Jeux et Stratégie, les habitudes de jeu des Français, avec une question sur le jeu de rôle. Cassius Belli, donc le magazine Cassius Belli, va également commander et produire plusieurs enquêtes auprès de son lectorat. Et notamment, on peut citer une enquête en 1995 utilisée par Laurent Tremel dans sa thèse de sociologie, qui reprend aussi dans son livre Les faiseurs de monde, que vous avez peut-être lu. Voilà, donc on a aussi le milieu associatif qui va commander et produire certaines enquêtes. Par exemple, on peut citer celle des états généraux du jeu de rôle. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu les états généraux du jeu de rôle, qui publie en 99 une enquête qui a pris plusieurs années à se faire, menée en grande partie par Émilie Blosville, donc qui était étudiante en sociologie et qui a mené cette enquête dans le cadre de son mémoire des DEA. Et donc ces résultats ont été publiés dans le milieu du jeu de rôle à l'époque et on va dire se sont appuyés aussi sur le public qui fréquentait les états généraux du jeu de rôle. Donc par exemple, vous achetiez un t-shirt, on vous envoyait le t-shirt et on vous envoyait le questionnaire avec. Donc, voilà, cheval de Troie. Le TIAZ cite référence, un des sites référence un peu sur le jeu de rôle actuel, qui a produit 4 enquêtes, donc à intervalles réguliers de 4 ans, 2010, 2014, 2018, 2022, et qu'on remercie, voilà, qui interroge les joueurs de jeux de rôle sur leurs pratiques et qui a été diffusé très largement, donc à plus de 2000-3000 réponses à chaque édition, donc c'est quand même beaucoup, je trouve. Voilà, et donc on a vu qu'on a des échantillons un peu, on va dire, de qualités différentes, c'est pas une valeur morale, mais on va dire, qui sont plus ou moins représentatifs de la population, on va dire, et en fait on en a beaucoup qui sont constitués principalement de joueurs passionnés. Et en fait ces enquêtes, elles vont surtout nous renseigner sur le monde des amateurs, donc un peu une vue de l'intérieur. Donc c'est difficile d'observer la stratification sociale des pratiques avec ce genre d'enquête. Donc ce qu'on peut voir plutôt, c'est, on va dire, une évolution des publics de façon un peu plus longitudinale. Donc voilà, cet échantillon représentatif, donc on a parlé, Vincent, vous avez parlé du panel ellipse utilisé pour Lutte Enquête et Mama, je vous avais parlé de BVA, et 9 échantillons, on va dire, boules de neige, d'opportunités, qui sont constitués, voilà, de bouche à oreille ou par des forums, etc. Voilà. Donc l'idée, c'était de revisiter une quinzaine d'enquêtes, donc cette quinzaine d'enquêtes-là, et aussi des sondages. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la pratique, elle oscille entre 1% et 7% entre 1987 et aujourd'hui. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle semble augmenter dans les dernières décennies. Donc c'est pas non plus, on passe de 1 à 7%, et on a un énorme trou au milieu entre 97 et 2017, si vous voyez, entre l'estimation donnée par Didier Guizerix et le sondage BVA de 2017.
Donc la question, c'est, ça semble augmenter, et comment ça peut s'expliquer? Est-ce que c'est parce qu'il y a des nouveaux joueurs? Est-ce que c'est parce que les anciens et les anciennes reprennent le jeu de rôle? Est-ce que c'est parce que, en fait, il y a un public qui est très fidèle et qui va continuer à jouer à travers les décennies? Voilà. Et donc on peut voir que cette progression, elle correspond aussi... Oui, c'est bien. Elle correspond en fait à une augmentation des pratiques ludiques un peu sur pas mal d'autres types de jeux. Donc en fait, on pourrait se dire que le jeu de rôle suit un peu la trajectoire classique des pratiques ludiques. L'évolution la plus marquante qu'on retrouve dans les données, c'est en fait peut-être la féminisation, enfin une féminisation des pratiques de jeu de rôle. Donc vous voyez ici en orange, donc on remonte chronologiquement. On peut voir qu'il y a il semblerait qu'il y a une augmentation des joueuses parmi la population joueuse. Voilà, et les résultats de l'enquête MAMA, donc l'enquête de 2022, semblent confirmer ça, et aussi sur d'autres types de jeux. C'est-à-dire qu'on retrouve encore plus cette évolution vers une féminisation dans, par exemple, le jeu de société dit moderne ou le jeu vidéo, où on est à 60% à peu près de réponses de joueuses. Voilà, si on parle des évolutions sociologiques, en fait, on n'a pas grand-chose. On a moins d'étudiants les étudiants représenteraient une proportion plus faible de la population qui joue, et une baisse relative des milieux populaires, employés, ouvriers. Sur les échantillons de passionnés, donc les échantillons non probabilistes, on a une moyenne d'âge qui est en général plus basse. Donc vous avez parlé de 44 ans, on est plutôt à 33 ans. Ça s'explique peut-être juste par les outils et par les modes de communication, en fait. Les sondages en ligne, etc. Peut-être le lectorat de magazines qui est plus jeune. Tandis que sur la population générale, on a des moyennes plus élevées. Mais dans les deux cas, quand on a des échantillons sur une moyenne d'âge plus haute ou plus basse, on voit à travers le temps un vieillissement de la population. Donc il y a moins de renouvellement par rapport au prolongement des pratiques. Voilà, et donc je vais laisser Vincent pour l'analyse générationnelle. Alors, pour terminer, donc on s'est dit, tiens, on va essayer. L'avantage du panel qu'on avait, c'est qu'on a quelques enquêtes, notamment celle du TIAZ, celle de Loisir INSEE, qui a été reposée dans une autre enquête. On a les enquêtes, Ludenquête et MAMA, qui nous permettent d'avoir un peu de longitudinal. Donc ça nous permet, par ce qu'on appelle la méthode des pseudo-panels, d'essayer de faire des analyses par génération. Voilà. Donc la question, c'est de savoir, au fond, est-ce que le jeu de rôle, c'est un truc purement générationnel, ou est-ce que il y a une question de renouvellement, et c'est des enjeux, normalement, dans les pratiques culturelles. C'est les quelques endroits où la sociologie est capable de faire des prédictions, de savoir l'avenir d'une pratique culturelle, est-ce qu'elle va s'effondrer, est-ce qu'elle va se maintenir, etc. Et donc, c'était une des questions. Donc, on a essayé de reconstituer. Alors, quand on fait des analyses par génération, en sociologie, on considère que c'est des gens qui ont 20 ans dans un intervalle de temps. Alors, c'est pour ça que les noms sont peut-être un peu... On peut tout à fait les discuter, mais voilà, on parle habituellement, et je reprends la terminologie d'Olivier Donat, qui était le grand sociologue des enquêtes pratiques culturelles au ministère, qui parlait de la génération, par exemple... 11 septembre, c'est-à-dire ceux qui avaient 20 ans dans les années, début des années 2000. Donc vous pouvez vous situer et tout à fait discuter le terme de votre génération. La génération Act Up, ou la génération Internet. Moi je suis là-dedans. Voilà, la génération Internet. De quoi ? Ouais. Et donc ce que ça nous permet, c'est de voir au fond, est-ce que chaque génération, selon l'âge qu'ils avaient, jouait ou pas, ou jouer, ou on continue, et en vieillissant, est-ce qu'ils continuent de jouer ? En fait, ce que nous montre très clairement cette analyse générationnelle, c'est que la génération qui a été, alors c'est pas une grosse surprise parce que c'est eux qui ont vu apparaître le jeu de rôle, mais c'est cette génération qui est née entre 65 et 74
qui a été en fait dans leur jeunesse la plus active et qui en fait représente aujourd'hui, continue de jouer, hein, même si en vieillissant c'est le destin social, c'est triste, on joue moins, mais continue de jouer, et donc c'est cette génération-là qui a été la plus active, on va dire. Elle est suivie en fait par la génération, on va dire Internet, enfin ceux qui sont nés entre 75 et 84, hein, qui ont prolongé, mais dans des proportions un peu moins importantes, mais avec, on va dire, une pratique, on va dire, un peu plus chez les jeunes adultes, hein, qui a été importante. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un effet générationnel, et les générations suivantes ont joué moins que les générations précédentes au jeu de rôle. Mais on a quelque chose d'assez étonnant, et qui est, enfin pas étonnant, mais qui est plutôt un truc qu'il va falloir qu'on travaille, c'est que si on regarde sur la génération Charlie, en gros la génération de ceux qui sont nés entre 95 et 2004, et là c'est plutôt un signe que effectivement il se passe quelque chose sur le jeu de rôle en ce moment, parce que c'est une génération qui est en train de remonter et qui joue de façon assez comparable aux générations, on va dire, pionnières. Donc on voit que chez des plus jeunes, il y a effectivement une reprise du jeu de rôle. Alors pour l'instant il faudra d'autres enquêtes pour voir si c'est un épiphénomène, si c'est durable ou pas, mais très clairement, hein, sur la dernière enquête, ça se voit assez bien. Pardon. Et alors, cette question-là, est-ce qu'il y a vraiment un regain du jeu de rôle dans les jeunes générations ? Une des hypothèses, c'est qu'il y a eu, et c'est ce que mesure l'enquête MAMA, c'est qu'il y a eu un effet confinement. Les gens étaient bloqués à la maison, ou pas, enfin, en fait dans les enquêtes c'était les vieux qui trichaient le plus, mais les jeunes étaient vraiment coincés, et on s'est rendu compte que les pratiques de jeu ont augmenté, puisqu'il fallait occuper les enfants, etc., et possiblement il s'est un peu passé quelque chose où des parents ont réactivé des parties de jeu de rôle, ou ont transmis du jeu de rôle dans ces moments-là où il fallait s'occuper, peut-être que c'était pour éviter la partie de Monopoly, mais il fallait, voilà. Et donc, il y a cette hypothèse-là, et que mesure MAMA, en fait. Mais on ne sait pas du tout si c'est durable. Après, ce qu'on peut mesurer, c'est un effet, effectivement, de nostalgie des années 80 en ce moment, autour de Stranger Things, etc. Mais aussi diffusion de cette culture du jeu de rôle par les youtubeurs, notamment jeux vidéo, voilà, qui reviennent, en fait, à du jeu de rôle. Donc, on a plein d'hypothèses pour essayer d'expliquer ce regain-là, et de voir si c'est durable ou pas. Et donc je pense que les enjeux à venir, c'est de surveiller les prochaines enquêtes qui vont nous permettre de mesurer chez les jeunes générations la pratique du jeu de rôle. Et puis je pense, c'est un appel à projet de recherche qui s'intéresse, d'aller faire des enquêtes un peu qualitatives auprès des jeunes publics pour essayer justement de comprendre. Je regarde Louis en fait, mais qui a déjà son sujet, mais j'aurais pu le proposer, c'est-à-dire d'aller voir les jeunes générations et de voir au fond, est-ce qu'il y a eu une espèce de transmission par les parents, est-ce qu'il y a un effet d'engouement entre pairs, c'est-à-dire de sociabilité entre pairs, c'est les youtubeurs, c'est les copains, et donc ça c'est un travail qui reste largement à faire, et je vous remercie de votre attention. Des questions ? Des questions ? Oui, merci pour la présentation. J'ai une question, moi, un peu intéressée, mais est-ce que dans cet effet auprès de la nouvelle génération, vous pensez que des jeunes qui n'auraient jamais joué au jeu de rôle sur table pourraient y être amenés par le jeu vidéo, parce qu'on sait qu'il y a les séries Baldur's Gate, par exemple, etc. Est-ce que ça, vous le mesurez ? Est-ce que ça ressort dans les enquêtes ou pas du tout ? Non, c'était l'appel en fait de la conclusion. C'est-à-dire, on n'est pas du tout, on observe en fait un regain. Alors c'est des regains relatifs à l'échelle de la population. Hein, mais bon, enfin à l'échelle du monde du jeu de rôle, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et on n'a pour l'instant aucune enquête qui nous permet de mesurer ça de façon un peu solide. Sinon, des hypothèses qu'on peut avoir. Voilà. Mais donc c'est un travail à faire. Après, on voit déjà qu'il y a des porosités entre les pratiques de jeu. Donc, quelqu'un qui va jouer aux jeux vidéo, peut-être qu'il va, il va avoir une pratique ludique en général plus étoffée, plus régulière, etc. Donc, on pourrait dire que l'augmentation du jeu de rôle, du jeu vidéo, enfin de la pratique de jeu vidéo, peut avoir un effet sur les pratiques de jeu de rôle. Mais ouais, comme disait Vincent, on n'a pas du tout de. Ouais, voilà, on voit des porosités. Après, est-ce que c'est des effets un peu visibles qui représentent rien ? On ne sait pas trop. D'autres questions, remarques ? Oui. Bonjour. Dans la pratique, vous avez évoqué la pratique en ligne qui, du coup, échappe un peu à tous les clubs, les organisations qu'on a pu avoir plus jeunes.
Est-ce que pour des enquêtes futures, vous envisagez de vous rapprocher effectivement de tous ces créateurs de contenu, communautés qui pourraient vous mettre peut-être en relation avec cette génération qu'on n'a pas forcément côtoyée autour des tables? Est-ce que tu parles des plateformes où on peut jouer à distance comme Roll20 ou... Voilà, et puis toutes les chaînes Twitch, il y en a énormément, enfin, il y en a un certain nombre qui amènent une autre communauté qu'on ne voit pas, je dirais, IRL. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux plateformes les plateformes support, on va dire, qui nous donnent une infrastructure pour mener ces parties à distance. Après, Twitch, je pense que on est un peu à la frontière entre ce qui ressemblerait à un programme télévisuel, audiovisuel, et une pratique de jeu de rôle. Je ne sais pas à quel point les gens qui regardent l'actual play jouent effectivement. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je ne sais pas. Mais oui, ça peut être intéressant. Effectivement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, après, il faut les attraper dans les enquêtes aussi, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les variabilités, elles sont liées aux échantillons, mais elles sont vraiment liées aussi à la façon dont les questions sont posées, quoi. Et donc, on voit très bien les enquêtes, par exemple, on en a très peu parlé des enquêtes BVA, comment ça s'appelle, les Français et les jeux, qui nous donnent 25% de joueurs de jeux de rôle en France. Donc je pense que les éditeurs présents ici seraient très heureux d'avoir un quart de la population française qui jouerait au jeu de rôle. Et en fait, en réalité, c'est parce que leur question, elle est tellement vague. Ils parlent de jeu de rôle, mais derrière, en fait, ils laissent ouvert l'option jeu vidéo. Et donc, voilà, il y a une autre enquête aussi. Alors, pour la première fois, ça c'est quelque chose aussi d'intéressant d'un point de vue symbolique, c'est qu'en 2018, donc, le ministère de la Culture, pour la première fois, a intégré une question sur le jeu de rôle. Qu'ils ont mis dans le jeu coopératif, mais ils posent la question du jeu de rôle. Et en fait, ils ont un niveau aussi très élevé, mais quand on regarde, ils illustrent le jeu de rôle en disant avez-vous joué au jeu de rôle, et donc Donjons et Dragons, et puis virgule, les loups-garous de Tierce-Lieu. Et là, tout de suite, ça vous montre le truc. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc, attraper les joueurs en ligne, ça renvoie aussi à cette question-là, c'est-à-dire peut-être que il faudrait leur dire aussi parce que alors du coup, on a tendance dans les enquêtes à mettre du jeu de rôle sur table, mais là, avec ce que vous évoquez, c'est du jeu de rôle sur table, y compris sur des tables virtuelles. Voilà. Mais bon, ça, c'est les difficultés ordinaires des questionnaires, quoi. Et je pense que l'enjeu, elle est aussi de produire une enquête à l'échelle de la population générale. Parce que des enquêtes, on va dire, de passionnés, on en a. Je pense qu'il va continuer à en arriver, parce qu'en fait, je pense que les joueurs de jeux de rôle aiment réfléchir sur leurs pratiques. Et donc, forcément, je pense qu'on va avoir des données, on va dire, de passionnés. Mais l'enjeu, il est vraiment à l'échelle d'une enquête INSEE, type ministère ou panel Ellipse qu'on a vu. Une dernière question ? J'y arrive en cours, alors peut-être vous avez abordé ce sujet, mais j'aimerais vous interroger sur... je fais partie de ces rôlistes pionniers, comme vous l'évoquiez, et de ma maigre expérience, en fait, c'est sans caricaturer, j'ai vu l'évolution des joueurs, des pratiques, où il y avait une surreprésentation des personnes peut-être parmi les minorités ou une neuroatypie, et je me demandais si c'est quelque chose que vous aviez constaté, s'il y avait une évolution à ce niveau-là. Alors on n'a pas du tout... Non, vas-y, je veux pas te... Monsieur le sociologue. Allez-y, monsieur le sociologue. Ok. Alors on n'a pas du tout ces données-là pour le coup. Ils n'apparaissent pas du tout dans les enquêtes qu'on a. Il y a pas on n'a même pas cette variable-là en fait. On a le genre. C'est la seule variable qu'on ait. Qui soit pas purement PCS ou... oui. Après, il y a des gens qui travaillent dessus, mais on va dire à échelle amatrice, on va dire des gens qui vont aller chercher du côté de la féminisation des pratiques, peut-être, et communautés queer qui vont s'emparer du jeu de rôle, etc. Mais après, une enquête un peu conséquente, non, il n'y en a pas. Après, on est sur... Enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur des... Comment on peut appeler ça ? On est sur des effectifs vraiment... tout petit. Ça veut dire que par exemple, si on prend l'enquête MAMA, qui a plus de 3000 répondants,
Si on zoome sur les gens qui ont déjà joué une fois dans leur vie à du jeu de rôle, on arrive à 100 personnes. Et si on prend celles... Non, à peine. Non, 120, un truc comme ça. Si, moi je les ai triés à la main, je peux te dire qu'il y en a 120. Et si on réduit encore sur ceux et celles qui ont joué les 12 derniers mois, on arrive sur 30 personnes. Voilà. Et donc si dans ces 30 personnes, on va chercher les personnes qui sont dans les minorités, je pense qu'on arrive sur des échantillons qui sont plus du tout représentatifs de quoi que ce soit. Donc là, ce serait plutôt un travail, je pense, qualitatif, un peu d'entretien, etc. On va s'octroyer un des 10 plus 3 minutes de pause. Hein, et on reprend à 11h17.